Le TNB inaugure une nouvelle série de rencontres. Joëlle Gaillot, journaliste et collaboratrice du TNB, invite un ou une artiste ou spécialiste de l'art à interroger l'histoire esthétique, humaine, politique et sociétale des créations présentées au TNB afin de constituer une encyclopédie du théâtre. Le 30 septembre 2022, elle recevait Laura Capelle, sociologue de l'art, journaliste et chercheuse associée au ballet de l'Opéra national du Rhin pour un premier rendez-vous consacré à la danse contemporaine. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'être avec nous. Je suis ravie de vous retrouver ici à Rennes, au TNB, pour la première d'une série qu'on a décidé d'inaugurer avec Arthur Noziciel, Anne Cuissé et Agathe Bataille. On a décidé de créer un rendez-vous assez régulier que je vais animer et qu'on a intitulé une encyclopédie du théâtre. C'est un rendez-vous qui aura lieu à peu près tous les mois ou tous les mois et demi, parce qu'on s'est dit que ça pouvait être intéressant à l'occasion de l'actualité ou des actualités qui avaient lieu ici au TNB et des spectacles qui étaient proposés, de reparcourir l'histoire des spectacles, des œuvres, des textes, des auteurs que vous allez découvrir tout au long de la saison. Donc il y a énormément de choses qui se font dans les murs du théâtre. On ne pourra pas tout défricher, mais notre désir, c'est que entrant dans cette salle, vous en sortiez avec des clés qui peut-être vous n'aviez pas ou qui demandaient des compléments. Ou en tout cas, on avait envie d'ouvrir le spectacle à un peu plus que le spectacle, ce qui est la démarche de toute façon ici du théâtre, et de convoquer pour ces rendez-vous encyclopédiques des historiens, des chercheurs, des spécialistes, éventuellement des artistes, pour une conversation qui ne dépassera pas 45 minutes, qui est enregistrée et qui ensuite fera l'objet d'une publication audio sur le site du TNB. On constitue une sorte de petite collection un peu ambitieuse aussi malgré tout, qui donc s'appelle l'encyclopédie du théâtre, qui peut-être aurait plus justement dû s'appeler l'encyclopédie du spectacle vivant, étant donné que notre première édition et premier numéro n'est pas consacré au théâtre mais consacré à la danse. Je suis ravie d'accueillir à mes côtés Laura Capelle, qui est à l'origine et qui a coordonné cet ouvrage extrêmement riche, extrêmement complet, très synthétique et qui n'existait pas jusqu'à ce qu'elle en prenne la responsabilité et qui est sorti aux éditions du Seuil. Ça s'appelle « Nouvelle histoire de la danse en Occident, de la préhistoire à nos jours ». C'est un livre qui fait un peu le tour de la question de la danse. Danse contemporaine, mais pas que danse contemporaine, danse française, mais danse internationale, avec des focus qui ont été écrits par différentes personnes que vous avez sollicitées, Laura, pour participer à cet ouvrage. Ce livre est en vente, je vous le signale, à la librairie dans le hall du théâtre, la librairie Le Fayeur. Et donc c'est avec Laura, qui est sociologue, qui est thésarde, mais qui est donc thésarde, qui écrit par ailleurs, qui est journaliste pour le New York Times et le Financial Times, c'est avec Laura, qui connaît la danse pour la suivre depuis de nombreuses années, que nous allons essayer de comprendre un peu ce que c'est que la danse contemporaine, une affaire qui n'est pas si simple. On verra notamment que le mot contemporain demande à être défini. Mais la première question que je voulais poser à Laura, c'était de savoir qui écrit l'histoire de la danse. Très bonne question, très simple pour commencer. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là ce soir pour parler de danse. C'est un vrai honneur que cette série débute par la danse. Étant donné qu'on en parlait tout à l'heure, c'est pas toujours c'est rare parfois que des espaces du théâtre réservent aussitôt un moment pour la danse. Donc commencer par la danse, merci Joëlle, c'est un plaisir. Alors qui écrit la danse ? Historiquement, pas tant d'historiens que ça en réalité, puisque la structuration de l'histoire de la danse comme une discipline est assez tardive. Donc pendant très longtemps, pour raconter l'histoire de la danse, on se repose sur des récits
très variés, qui peuvent être des récits de critiques / journalistes, ou en tout cas la forme de critique qui existe à telle ou telle époque, puis des amateurs de danse souvent qui ensuite vont essayer d'en faire des synthèses, qui vont souvent prendre la forme d'une liste, par exemple, des grandes œuvres. Donc, quelles ont été les grandes œuvres qui ont marqué l'histoire de la danse, les grands chorégraphes, les grands hommes souvent, mais on y reviendra, je pense, dans ce cas, avec l'idée que, bon, il y a comme une espèce de, dans ces histoires anciennes, une espèce de progression. On passe d'une œuvre à l'autre, il y a des ruptures sur le plan esthétique aussi, on avance vers une danse toujours plus contemporaine, on y reviendra. Et cette conception de l'histoire de la danse a eu un poids très important dans la manière dont la danse est pensée. Et c'est quelque chose qui a été complètement revu ces 30 dernières années à peu près, au moment où la danse s'est aussi structurée beaucoup plus comme champ académique. Maintenant, il y a des départements d'études en danse, notamment celui de Paris 8, qui a été absolument fondateur en France, mais il y en a d'autres en France aussi. Ces départements ont promu un travail de la danse, un travail de recherche sur la danse beaucoup plus structuré que ça ne l'était par le passé. Il y a aussi des historiens et historiennes qui font l'histoire de la danse et des gens venus de disciplines très variées. Comme Joël l'a dit, moi-même je suis sociologue en fait de formation. En fait, la danse a toujours été écrite par des gens venus de formations très multiples. On n'a pas assez de pierres, il faut que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice d'une certaine manière pour que l'histoire de la danse se constitue. C'est ce qu'on a essayé de faire dans ce livre et c'est pour ça aussi qu'on a à la fois des spécialistes venus d'esthétique, venus du champ, par exemple, de la culture américaine, dans le cas des chapitres qui sont consacrés à cette question, venus des études en danse, venus de l'histoire stricto sensu. C'est extrêmement varié et finalement, c'est un peu une des particularités, effectivement, de l'histoire de la danse. Ce champ appelle des vocations multiples. Est-ce qu'il y a des chorégraphes qui écrivent sur leurs gestes? Parce que, par exemple, en théâtre, on sait qu'il n'y a pas assez de metteurs en scène qui écrivent sur ce qu'ils font. Antoine Vitesse l'a beaucoup fait, Claude Régis a beaucoup écrit, mais on manque d'écrits de metteurs en scène, d'artistes eux-mêmes. Est-ce qu'il y a des chorégraphes qui écrivent sur ce qu'ils font et sur le contexte dans lequel ils s'inscrivent? Alors, il y en a, mais le problème est encore plus important qu'en théâtre, parce qu'en fait, les gens de théâtre, pour la plupart, ont un rapport fort avec l'écrit à l'origine. C'est-à-dire qu'on soit metteur en scène ou auteur, autrice de théâtre ou acteur, actrice, le rapport au texte est très important. Dans la danse, ce qui prime avant tout, c'est le rapport au corps. Donc, les artistes qui font la danse n'ont pas nécessairement une pratique aussi grande de l'écrit que ceux du théâtre. Et en l'occurrence, il y a malgré tout évidemment des chorégraphes qui ont écrit sur leur pratique. On a des mémoires dans pas mal de cas. Par exemple, on a les mémoires de Marius Petipa, qui est le chorégraphe français qui a fondé le socle, on va dire, du répertoire classique dans la deuxième moitié du 19e siècle, qui a chorégraphié notamment une grande partie du Lac des Cygnes, puisque c'était avec Lev Ivanov, un maître de ballet russe, mais aussi la Bayadère, la Belle au bois dormant, tous les ballets qui nous sont restés comme les classiques, entre guillemets, du répertoire. Il a écrit ses mémoires. On a aussi des textes de Martha Graham, plus proche de nous, de Roland Petit. Il y a un certain nombre de chorégraphes actuels, je pense à Noé Soulier, qui écrivent activement sur leur pratique. Ce n'est pas rare, mais c'est pas non plus un automatisme du tout. Ce qui veut dire que quand on fait l'histoire de la danse, il faut aussi aller chercher les vides, en fait. Aller chercher comment combler des espaces où il y a eu peu de discours sur telle ou telle pratique, sur tel ou tel artiste, sur tel ou tel mouvement, entre guillemets, pour essayer de ne pas laisser des récits s'imposer qui sont un petit peu faux, en fait. Enfin, qui sont des récits qui dépendent aussi beaucoup de la presse de l'époque. Par exemple, je peux peut-être donner un exemple. L'une des parties de l'histoire de la danse sur lesquelles on a beaucoup retravaillé ces 10-20 dernières années, c'est le tout début du XXe siècle, parce que dans les récits traditionnels de l'histoire de la danse, la manière dont on en parlait, c'était, pour la France, il y a un déclin de la danse française, il se passe plus grand-chose sur les scènes parisiennes, on s'ennuie, les chorégraphes n'ont plus grand-chose à dire, etc. Et là, d'un seul coup, arrivent, dans les années 1910, les ballets russes, Diaghilev, qui révolutionne tout, c'est la transformation, etc., etc. Et c'est un récit très attirant et très beau. Et bien entendu que les ballets russes ont représenté une transformation profonde, mais il y a aussi eu un effet de mode très fort autour des ballets russes, une stratégie presque aussi de la part de Diaghilev de constitution de sa troupe comme une révolution, entre guillemets. Et les recherches récentes, je pense notamment à celle de la chercheuse Hélène Marquier,
montre que juste avant l'arrivée des ballets russes, en fait, la scène chorégraphique parisienne était très active et que notamment elle comportait beaucoup de femmes chorégraphes qu'on a complètement oubliées. Des noms comme Mariquita, Louise Tichel, qui ont de très bonnes critiques à l'époque, qui font des choses qui semblent sur le papier, puisqu'on a perdu les chorégraphies, qui semblent sur le papier parfois aussi novatrices à certains endroits. Elle a retrouvé notamment, on l'a gardé pour le livre, des images d'une œuvre de, alors c'est Mariquita dans mon souvenir, qui en fait font écho quelques années avant à L'après-midi d'un faune de Nijinsky, qui est considéré comme une des œuvres fondatrices des ballets russes. Et en fait, on a cette même disposition en frise, une manière de bouger qui semble un peu similaire sur les images, dans un ballet chorégraphié des années plus tôt par une femme qui a été totalement oubliée. Donc, ces espèces de détours de l'histoire de la danse, ce sont aussi les choses sur lesquelles les chercheurs se penchent aujourd'hui, pour essayer de donner une vision plus complète de certaines époques qui mettent en valeur aussi le contexte culturel, en fait, dans lequel s'inscrit la danse, la manière dont elle dialogue avec l'évolution des pratiques, l'évolution du rapport au corps, l'évolution du rapport à l'art de manière générale, quand bien même on ait perdu les chorégraphies ou les œuvres en tant que telles de tel ou tel chorégraphe. Alors, vous faites allusion, Laura, au ballet russe et à l'impact qu'a eu la troupe quand elle est arrivée à Paris dans ce début du XXe. Il y a des pays qui, enfin, je dis, c'est très autocentré ce que je vais dire, mais bon, il y a des pays qui sont arrivés en France et qui ont bouleversé le paysage. La Russie a bouleversé le paysage, les États-Unis ont bouleversé le paysage, et évidemment l'Allemagne avec Pina Bausch a bouleversé le paysage. Quels seraient les continents ou quels ont été les pays moteurs dans les grandes évolutions qu'a pu connaître la danse? Je continue à employer le mot contemporaine, mais disons la danse depuis le XXe siècle. Depuis le XXe siècle. Oui. Alors, parce qu'effectivement, ça parce évolue qu'on va beaucoup, définir le mot, on va essayer de circonscrire le mot contemporain, mais dans un second temps. Oui, parce que ça évolue beaucoup selon les époques. Il y a une concentration, par exemple, sur la scène russe à la fin du XIXe siècle, qui va complètement se décaler à partir des ballets russes, puisqu'à partir de la Révolution russe, du coup, les échanges vont s'interrompre, et donc même les ballets russes, qui représentent effectivement un imaginaire russe pour le public européen, en fait, vont, au bout d'un certain temps, commencer à être composés d'artistes européens qui prennent des noms à consonance russe, parce que les Russes ne peuvent plus venir rejoindre la troupe. Et la troupe commence donc aussi à employer des artistes européens, même pour les décors, la musique, etc. Donc tout cet imaginaire-là évolue. Mais pour revenir à la question des pays, des continents qui sont moteurs, dans l'entre-deux-guerres, donc évidemment première moitié du XXe siècle, on a cette espèce de double mouvement, d'un côté aux États-Unis et de l'autre côté en Allemagne et dans les pays germanophones plus largement, puisque en Autriche aussi il se passe beaucoup de choses, de développement de formes de danse qu'on appelle modernes à l'époque. En l'occurrence, c'est la contemporanéité de l'époque, mais on pourra y revenir. Mais le développement de ces techniques modernes s'inscrit beaucoup aux États-Unis et en Allemagne, dans deux contextes totalement différents, mais avec des groupes moteurs, des transformations aussi plus profondes. En Allemagne, ça s'inscrit dans la Freie Körperkultur, c'est-à-dire une culture à l'époque de libération et de formation en même temps du corps, qui va être, formé par la pratique de la danse moderne, plus largement. Je pense à des artistes comme ensuite Rudolf Laban, comme Marie Wigman, qui vont développer une danse expressionniste, une danse moderne, allemande spécifiquement, qui va ensuite voir un coup d'arrêt vers la Seconde Guerre mondiale du fait d'une part, la fuite, l'exil de certains artistes, d'autre part, la collaboration de certains autres avec le régime nazi, ce qui pose des questions, là encore une fois, de rapport entre la danse et le politique extrêmement complexes. Et de l'autre côté, aux États-Unis, on a des écoles de danse moderne qui se développent, qui sont absolument centrales dans la transformation de la danse au XXe siècle, notamment autour de Martha Graham, Doris Humphrey, enfin, il y a beaucoup d'artistes qui constituent notamment des groupes de travail qui revoient en profondeur les attentes par rapport au corps en scène. C'est-à-dire que à l'époque, la bataille, c'est un peu de se libérer des codes de la technique classique qui est dominante à l'époque sur les scènes chorégraphiques.
Donc, on cherche de nouveaux modes d'expression qui ne sont pas nécessairement ce qu'on entend nous aujourd'hui par la danse contemporaine. Parce que la danse moderne développe des techniques, par exemple, très fortes. La technique Martha Graham, avec tout un système de contraction, des pliés très profonds. Enfin, c'est très marqué physiquement ce qu'ils font, et ils ne s'éloignent pas nécessairement des procédés de narration. Qu'a également la danse classique à l'époque. Donc ça, c'est pour la première moitié du XXe siècle. Et ensuite, dans la deuxième moitié du XXe siècle, on va commencer à parler réellement de danse contemporaine, même si le terme existe avant, en superposant le terme d'abord à la notion de moderne. Voilà. Mais il y a un chapitre extrêmement intéressant qui est consacré dans le livre à ce qui s'est passé aux États-Unis. Martha Graham, Lois Fuller, Isadora Duncan, qui ont été des pionnières. Ouais, qui elles, en fait, leur travail se déroule beaucoup finalement en Europe, puisque Lois Fuller, notamment aux Folies Bergères, a énormément travaillé à Paris aux Folies Bergères. Oui. Isadora Duncan aussi. Oui. En fait, la France est aussi une plaque tournante à certaines périodes de l'histoire de la danse. Mais oui. Enfin. Uniquement des femmes. Qu'est-ce que la danse contemporaine doit aux femmes ? De quelle manière les femmes ont révolutionné le rapport au corps, justement, et le rapport au corps non seulement sur le plateau de danse, mais aussi peut-être en dehors du plateau de danse ? Voilà, l'histoire de la danse doit vraiment beaucoup aux femmes qui effectivement ont été présentes de manière très marquée, plutôt que dans d'autres formes artistiques. Ce qui explique aussi qu'en fait, pendant longtemps, on a pensé que la danse n'avait pas de problème en fait avec la place des femmes. C'est-à-dire que les femmes avaient toute leur place en danse, qu'il n'y avait absolument aucune discrimination à leur égard, puisque évidemment les figures tutélaires de cette époque en danse moderne, pour beaucoup, sont des femmes en fait. Les pionnières sont beaucoup des femmes. On en a cité là beaucoup. Et effectivement, ce sont elles qui viennent d'une certaine manière s'opposer, dans le cas des États-Unis par exemple, à une vision puritaine du corps à l'époque, qui vise à libérer en fait le corps féminin du corset, à libérer le corps féminin des attentes qui sont placées sur lui à l'époque, pour arriver vers un mode d'expression plus libre. Encore une fois, encore très technique, mais plus libre pour les femmes de l'époque. Et effectivement, c'est une question absolument centrale parce que les femmes sont pionnières à beaucoup d'endroits dans l'histoire de la danse. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une égalité réelle ensuite quand les mouvements se construisent. C'est-à-dire que le mouvement veut que souvent les femmes sont pionnières et derrière, les hommes reprennent un petit peu le pouvoir dans beaucoup de mouvements chorégraphiques. Voilà, c'est peut-être un peu... Mais ils le reprennent de quelle manière ? Vous voulez dire que c'est eux qui signent les chorégraphies, c'est eux qui s'emparent des lieux, signent les chorégraphies, qui en fait participent beaucoup de l'institutionnalisation. C'est-à-dire cet endroit où les femmes sont pionnières, c'est souvent un endroit où la danse n'a encore pas beaucoup de moyens en fait, enfin où tout est fait avec très peu de choses, très peu de moyens. Quand la danse s'institutionnalise, les choses changent aussi. Et là, on voit plus de figures masculines souvent réapparaître. C'est le cas, par exemple, même dans la danse contemporaine française, qui, même si elle a eu des figures féminines très fortes dès le départ, et aussi, à l'heure actuelle encore, la majeure partie des centres chorégraphiques nationaux sont dirigés par des hommes. Mais on assiste quand même, et ça c'est une chose qu'on peut voir ici à Rennes au TNB, il y a quand même une floraison et qui ne s'arrête pas, qui ne se tarit pas, de chorégraphes femmes. Oui, absolument. Non, c'est vrai. Il y a un espace de liberté réellement à cet endroit-là, mais ce carcan que les femmes, en dansant, ont envoyé d'une certaine manière, fait exploser. C'est un des carcans que la danse a fait exploser, la danse contemporaine. Est-ce qu'elle en a fait exploser d'autres des carcans, la danse ? Elle a essayé de tout faire exploser, oui, d'une certaine manière. Donc oui. Si on parle de danse contemporaine, là plutôt au sens de la deuxième moitié du XXe siècle, j'imagine, parce que ce qui est drôle, peut-être qu'on peut en parler maintenant de du mot en fait, du mot contemporain, oui, qui effectivement pose problème à tous. Bah c'est ça, parce que ce mot existe déjà avant en fait. Enfin, c'est-à-dire, on a déjà, par exemple, dans les mémoires de Marius Petipa, donc on est à la fin du XIXe siècle, le mot contemporain apparaît. On parle à certaines époques de ballet contemporain, simplement pour parler de nouvelles formes de danse classique. Mais contemporain au sens où on l'entend plutôt dans la deuxième moitié du XXe siècle est un terme assez complexe parce qu'en fait il est polysémique, c'est-à-dire qu'il superpose différentes couches de sens. Contemporain en danse, ça veut dire ça désigne à la fois des techniques, c'est-à-dire des pratiques physiques développées par des chorégraphes, par des artistes qui s'éloignent des techniques qui étaient en vogue auparavant, donc de la danse moderne, de la danse classique. Et en même temps, contemporain a un sens d'actualité. C'est-à-dire contemporain, dans le vocabulaire commun aussi, veut dire qui répond à son temps, qui est de son temps, qui est actuel.
Et cette polysémie-là est très complexe en fait à gérer, puisque le terme contemporain en danse est utilisé pour la France dans des textes officiels à partir des années 1960. Il apparaît en 1965 dans un texte officiel, qui n'a pas été appliqué, pour mon souvenir. Donc on commence, et à l'époque, c'est assez drôle, c'est pour différencier les danses, on cherche à désigner des danses qui ne seraient pas modernes, mais parce que moderne à l'époque désigne les danses de salon. C'est un autre... les glissements de sens de tous ces termes sont absolument énormes. Et donc, il apparaît dans les années 1960, il commence à être utilisé beaucoup plus à partir des années 70. Dans les années 70-80, il est encore très souvent utilisé comme un synonyme de moderne. C'est-à-dire, on ne fait pas forcément la différence entre contemporain, moderne, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Certains artistes, en plus, brouillent particulièrement les cartes, mais je pense qu'on y reviendra. Et entre cette période-là, entre les années 70 et maintenant, où le terme contemporain reste dominant dans le chant, je pense que vous avez toutes et tous une idée de l'évolution des esthétiques sur les 50 dernières années. Ce qu'on appelait contemporain dans les années 1970 n'a rien à voir avec ce qu'on appelle contemporain aujourd'hui. Ça reste de la danse contemporaine, mais peut-être une technique contemporaine d'une certaine époque. Maintenant, est-ce qu'on parle de contemporain parce qu'on parle de technique, et il y en a beaucoup, des techniques qu'on pourrait dire contemporaines, ou est-ce qu'on veut dire ce chorégraphe ou cette chorégraphe répond à quelque chose dans l'époque, parle à quelque chose en nous qui serait typique des années 2020. Je ne sais pas. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée de juste la complexité de ce terme qu'on va essayer de déployer. Oui, mais c'est une complexité qu'on peut retrouver au théâtre quand on parle de théâtre dramatique, post-dramatique, théâtre d'avant-garde, théâtre moderne, théâtre contemporain. Effectivement, ça répond à des temporalités qui ne sont pas forcément celles qu'on imagine au départ. Oui. Le contemporain, c'est pas forcément associé à la temporalité, c'est associé à autre chose. Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, ça implique comme une espèce de séquence, puisque dans la manière dont on apprend aussi souvent les séquences artistiques d'une certaine manière, on aurait l'impression, à vue de nez, qu'on passe du classique au moderne et du moderne au contemporain. La particularité de la danse, c'est que comme ce sont des techniques, la danse classique fondamentalement est une technique, en fait, en dessous des ballets qui sont créés avec. Cette technique existe toujours, continue à être pratiquée, on continue à créer avec. Mais ça pose d'énormes problèmes de sens, parce que du coup, qu'est-ce que ça veut dire une création classique aujourd'hui ? Ça existe, les créations qui simplement utilisent la technique classique. Mais le label contemporain est aussi très fort, en fait, dans le champ de l'art. C'est-à-dire que pouvoir se dire contemporain, c'est très important. Il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas forcément envie de se déclarer comme étant classique, puisque se déclarer comme étant classique, c'est d'une certaine manière renvoyer ce qu'on fait à une forme de passé ou de tradition. Comment est-ce que dans ce cas-là, on s'inscrit plus largement même dans des programmations ? Dans les programmations, il y a des cases pour le contemporain. C'est aussi simple que ça, parfois. Mais alors, autre question, est-ce que justement le lieu de représentation, de monstration de la danse, influe sur la perception qu'on peut avoir du contemporain ou du non-contemporain ? C'est-à-dire, un Lac des Cygnes créé à l'Opéra Garnier, mettons, et pas Bastille, ou au Châtelet, ancienne version, est-ce qu'il va être reçu de la même manière qu'un Lac des Cygnes créé peut-être par le même chorégraphe au Théâtre National de Chaillot ? Non, sans doute pas, mais c'est une des questions très intéressantes sur ce qui se passe du point de vue puisqu'on parle du Palais Garnier et de l'Opéra Bastille qui sont occupés par le Ballet de l'Opéra de Paris. C'est une des questions passionnantes à l'heure actuelle sur les répertoires de ce type de compagnie, parce qu'en fait, les répertoires des compagnies comme l'Opéra de Paris aujourd'hui se sont complètement ouverts à des chorégraphes de techniques contemporaines, modernes, enfin d'horizons très variés, même si les danseurs sont de formation classique. Or, si on fait rentrer du coup ces pièces dans un répertoire, est-ce que d'une certaine manière on les classicise en les faisant danser par des danseurs classiques et en indiquant qu'ils font partie du répertoire d'une compagnie qui est dominante dans un champ chorégraphique ? Enfin, ça pose plein de questions de ce point de vue-là, et je suis d'accord, je pense qu'en fait c'est pas perçu de la même manière. Si on joue une création contemporaine dans une petite salle en disant voilà c'est de la jeune création, des jeunes artistes, etc., c'est une chose. Si on met les mêmes pas, la même chorégraphie sur la scène du Palais Garnier avec les danseurs de l'opéra, la perception va nécessairement être différente. Là, il y a des enjeux de réception derrière aussi qui sont assez complexes et qui expliquent aussi la confusion parfois je pense, des spectateurs aujourd'hui face à l'offre chorégraphique, en fait. Parce que parfois, on voit des choses sur des scènes qu'on pourrait penser classiques ou penser contemporaines, mais qui en fait viennent d'univers totalement différents.
Donc qu'est-ce que c'est du coup au final? C'est tout. Voilà, on n'a pas assez de mots en fait, je crois, pour parler de tout ça. De quelle manière l'institution aide-t-elle la danse à avancer à la rencontre du public? Je me souviens de cette séquence. Enfin, je me souviens pas, c'est pas vrai, mais j'ai lu dans l'histoire du Festival d'Avignon que Jean Vilar avait à un moment donné invité Maurice Béjart à partager avec lui la direction du festival. Et il voulait lui confier, je crois, en partie la programmation du festival. Maurice Béjart, à l'époque, c'était un jeune chorégraphe, je pense étiqueté et considéré comme contemporain. Qu'est-ce que la création de festival et qu'est-ce que les festivals de la nature du Festival d'Avignon, par exemple, Festival d'automne, Festival de Nancy, ont amené à la danse contemporaine? Et de quelle manière ils ont amené cette danse devant le public? Alors, entre parenthèses, Maurice Béjart, c'est un cas passionnant parce qu'effectivement, il est vraiment considéré comme contemporain, comme un endroit de la contemporanéité à son époque. Et en même temps, la technique qu'il utilise est vraiment classique. En fait, son travail est fondé sur la technique classique. Mais effectivement. Et quand vous dites classique, Laura, vous ne voulez pas du tout dire ringarde? Non. Non, c'était pour Ah, mais absolument pas. Moi, j'ai travaillé. Mon travail de thèse portait sur la création de techniques classiques. Donc, justement, je me bats contre le fait que le classique est identifié au ringard. Ça n'a pas de sens. Parce que c'est une technique. Donc, des ballets peuvent être ringards à la limite. Enfin, on pourrait juger qu'une mise en scène, un travail, une manière d'utiliser la technique classique est ringarde. Mais la technique classique, quand on la voit utilisée par des gens comme William Forsythe, ça me semble difficile d'assigner ça à quelque chose comme à une forme de ringardise. Enfin, toutes les techniques peuvent être utilisées de manière ennuyeuse et dépassée, y compris des techniques très contemporaines. Mais pour revenir sur la question des institutions, effectivement, c'est absolument essentiel, et notamment dans le paysage de la danse française. C'est-à-dire que la France est aussi beaucoup passée par l'institution pour soutenir et légitimer la création chorégraphique et notamment les avant-gardes chorégraphiques. Alors c'est pas du tout forcément le cas ailleurs. Hein. On a une chance quand même, je pense qu'on peut le dire, au niveau du soutien public qui est accordé à la danse en France. Les artistes à l'étranger sont toujours étonnés réellement de voir dans quelle mesure les artistes chorégraphiques ont accès à des lieux comme des centres chorégraphiques nationaux, ont accès à des subventions de manière régulière pour la création. Enfin, c'est un paysage très particulier. Hein. Ailleurs, c'est beaucoup plus complexe que ça, notamment dans les pays anglo-saxons. Mais en France, effectivement, les festivals ont joué un grand rôle là-dedans. Bon, le Festival d'Avignon a accueilli la danse effectivement très tôt, mais ensuite, à partir notamment des années 80, il y a eu des festivals déterminants pour l'histoire de la danse spécifiquement. Je pense à la création du Festival Montpellier Danse, à la Biennale de la danse de Lyon aussi. Tous les deux se créent dans cette même période de début de la nouvelle danse française, qui est le terme qu'on utilise pour parler du mouvement de danse contemporaine française qui vraiment explose dans les années 80. Donc ces deux festivals arrivent à un moment où justement la danse contemporaine est en train d'exploser et vont venir soutenir en fait cette création, lui donner des lieux, lui donner aussi des espaces prestigieux par le biais de premières dans le cadre de festivals pour exister et pour faire l'actualité aussi. Et tout ça porte en fait la constitution de réputation de chorégraphe, la constitution de compagnie. Ça fait partie de l'écosystème qui naît en fait dans les années 80 en France, qui va venir soutenir le développement de la danse contemporaine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a un moment où j'aimerais qu'on revienne, alors pour le coup, sur je réemploie à dessein ce mot de séquence. Qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment donné, quelque chose reflue? Moi, je me souviens avoir travaillé à France Culture à une époque où il y avait, non pas une, mais deux, je crois, voire même 3 émissions consacrées à la danse, dédiées à la danse. Il y avait beaucoup d'émissions sur le théâtre, mais il y avait des émissions qui étaient exclusivement consacrées à la danse. Ça s'est arrêté. Je pense que les pages consacrées à la danse dans les journaux aussi est en diminution. Il y a des journaux qui continuent à tenir la barre, mais pas tant que ça. Et la danse elle-même a arrêté de danser. Elle a arrêté de danser avec Jérôme Bel, avec Boris Charmat. Il y a eu un moment où les danseurs n'ont plus dansé. Ils étaient sur un plateau, mais ils ne dansaient plus. Ils faisaient autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Là, je parle des années 2000. 90 même, oui, dans le cas de ce mouvement vers, ce déplacement vers une danse aussi plus conceptuelle. Alors oui, il y a deux questions séparées, parce que je pense que dès les années 80, il y a une convergence très forte en France, à la fois du discours sur la danse, qui naît, donc de discours théoriques, critiques, qui vont venir soutenir le développement de la création chorégraphique. Et effectivement, j'ai du mal à imaginer aujourd'hui avoir 2 ou 3 émissions sur la danse. Enfin, ça semble le rêve, vu de la situation actuelle du journalisme.
c'est évidemment plus du tout le cas. Bon, après, il y a des questions derrière de plus largement de transformation du journalisme culturel et de ses pratiques. Mais donc, il y a cette convergence dans les années 80 qui est très forte. Dans les années 90, il y a une autre nouvelle jeune génération qui apparaît, qui effectivement va se tourner vers des pratiques plus conceptuelles. C'est un petit peu une remise en cause aussi de ce qui s'est créé dans les années 1980, en fait. C'est-à-dire, il y a une part aussi de revendication par rapport au fait que les artistes des années 1980 se sont installés, ont eu des centres chorégraphiques nationaux, ont pu développer leur carrière, mais il y a un peu une sensation chez les jeunes dans les années 90 qu'il n'y a pas d'espace pour eux qui arrivent. Voilà. Et par ailleurs, la création se transforme. Dans les années 90, notamment les branches qui touchent plus à la performance, au spectacle in situ, donc hors des théâtres, dans des espaces très différents, dans les musées, etc., se développent beaucoup, sont très importants à cette époque. Et par ailleurs, arrive effectivement ce qu'on a appelé la non-danse. Je crois que c'est Dominique Frétard qui était, d'ailleurs je l'ai trouvé dans votre livre, qui était journaliste, qui était la grande critique de danse du monde, qui a qualifié ce mouvement-là, cette école-là, enfin, je ne sais pas si c'est une école de non-danse. Alors, au grand désespoir de certains des artistes concernés, qui en fait ne revendiquent toujours pas, même 25 ans plus tard, le terme de non-danse, même pour ce qu'ils ont fait à l'époque, je veux dire, dans le sens où certains d'entre eux, notamment Boris Charmatz, qui en fait à ses débuts a été perçu comme appartenant au mouvement de la non-danse, qui estime que son travail a toujours quand même reposé sur le mouvement. Mais il y a eu un moment très fort où, effectivement, la danse s'est un petit peu arrêtée de bouger en scène, et on s'est concentré sur un discours autour de la danse. C'est notamment très sensible dans les pièces de Jérôme Bel à l'époque, où il se passe très peu de choses, mais on parle de danse, on conceptualise la danse et l'acte de danser, la perception de la danse dans la société plus largement. C'est une réaction en partie au fait que, d'abord c'est très français, je le précise, parce qu'effectivement c'est un mouvement français qui a des répercussions ailleurs, mais qui n'existe pas nécessairement de la même manière dans d'autres pays, parce qu'on a une tradition en France aussi d'intellectualisation de l'art, qui du coup est assez sensible dans le mouvement de la non-danse, là où dans d'autres pays l'évolution de la danse contemporaine n'est pas passée par une phase de non-mouvement. Enfin, est resté sur une ligne très forte de mouvement qui s'est transformé, dont les techniques ont évolué, mais sans passer par cette phase-là. En France, ça fait partie de la construction intellectuelle, en fait, du champ de la danse, qui a trouvé aussi sa voie, d'une certaine manière, par ce biais-là. Puisque, comme on le disait tout à l'heure, la danse ayant un rapport moins fort à l'écrit et au discours à l'origine, c'était aussi une manière de prendre le pouvoir de cette manière-là, en fait, de construire des discours autour de la danse et de positionner la danse à un endroit réellement de puissance intellectuelle, en fait, c'est-à-dire une capacité de conceptualisation qui est très importante pour trouver sa place dans le champ artistique français. Mais est-ce que ça ne s'inscrivait pas aussi dans une quête de l'art qui était, alors pour le coup, elle, théorisée par Nicolas Bourriaud dans son livre qui est un livre important, l'esthétique relationnelle, une quête de l'art d'établir avec le public et d'imposer au public quasiment une nouvelle relation. C'est-à-dire qu'on considérait, on a beaucoup employé à l'époque l'expression spectateur au travail. On parlait du spectateur au travail et il était vraiment important pour les artistes, en tout cas de théâtre, mais je pense aussi les artistes plasticiens, d'établir avec le public de nouvelles relations, un lien beaucoup plus interactif, beaucoup moins passif, disons, de la part du public. Est-ce que la danse est entrée dans cette dynamique-là, Laura ? Ah oui, je pense à l'évidence. Oui, puisque ça demande un autre positionnement du public, en fait, d'une certaine manière. Le spectateur au travail est une bonne manière de le dire. Enfin, ces pièces-là, l'idée était aussi de s'éloigner de la danse comme un véhicule de virtuosité, comme un endroit de virtuosité qui fait plaisir au public. Donc, pour cette époque-là, pour les artistes de cette époque-là, l'idée est justement d'enlever cet aspect-là de la danse pour éviter que le spectateur ne soit séduit facilement par le mouvement. Encore une fois, c'est vraiment un mouvement qui n'a pas lieu de la même manière ailleurs. Et je trouve ça assez fascinant parce que ça a c'est sensible aussi dans le rapport qu'en France on a, même dans la critique, au spectacle. Plus largement. C'est-à-dire l'idée que en fait, le spectateur doit travailler, doit être patient, doit être là, doit rester s'il s'ennuie, etc. Alors moi, j'écris plutôt pour les médias anglo-saxons. Et effectivement, ça, du point de vue des médias anglo-saxons, de la critique anglo-saxonne, ça n'a pas de sens, en fait, souvent. Puisque dans un système anglo-saxon qui n'est pas soutenu par une présence très forte du public, par un système de subvention,
faire plaisir entre guillemets au spectateur est un petit peu essentiel en fait pour qu'un spectacle vive. Donc de ce point de vue-là, l'idée de entre guillemets, encore une fois, prendre en otage le spectateur, en le confrontant à quelque chose qui ne va pas lui faire plaisir ou qui ne va pas l'amuser pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, est beaucoup plus étranger, justement, à des artistes venus d'autres horizons culturels que ça ne l'est à une certaine branche de l'art français. Je ne sais pas si j'explique ça. Si, c'est très clair. Il y avait un désir de casser l'idée de représentation et de spectaculaire. Mais que pensez-vous de la thèse? Parce que c'est aussi quelque chose qui s'est dit et qui est sans doute vérifiable et vérifié, qui est qu'à un moment donné, la génération des danseurs et une certaine génération de chorégraphes a été littéralement décimée par le sida, qu'il y a eu énormément de morts de gens malades et que la mort, par exemple, de quelqu'un comme Dominique Bagué a acté aussi une sorte de sidération et de silence derrière. Il se serait aussi arrêté de danser Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais en partie à cause de ça. À cause de ce trou, de cette béance créée par le sida, qui a été particulièrement dévastateur pour tous les chorégraphes, pas seulement en France en l'occurrence. Oui, absolument, et ça a vraiment nourri une forme de radicalité en fait. Et donc, par conséquent, le débat esthétique autour des spectacles et des formes qui sont proposées à ce moment-là. Je pense aussi à Bill T. Jones, le chorégraphe américain, dont en fait le partenaire créatif à la vie comme à la scène, Arnie Zane, voilà, je cherchais son prénom, Arnie Zane, est décédé effectivement du sida lui aussi, et qui a fait une pièce très connue qui s'appelle Still Here aux États-Unis, qui était... qui parlait très directement de cette problématique de la maladie et qui a, choqué son public à l'époque aux États-Unis et la critique au point que Arlene Corchi, une des grandes critiques de l'époque américaine, a refusé d'écrire dessus. En fait, elle a écrit tout un article sur le fait qu'elle n'allait pas voir ce spectacle parce qu'elle considérait que c'était je cite, de l'art victimaire, en mettant en scène la maladie, et que donc il était impossible d'avoir un discours critique sur une pièce comme celle-là. Donc, bien sûr que ce moment très particulier qui a des répercussions sur le temps long aussi, détermine beaucoup de choses dans le débat esthétique de l'époque et dans le rapport, je pense aussi, des artistes à la scène et au public. Faire plaisir au public est peut-être moins à l'ordre du jour, effectivement, dans des moments comme ça. Mais ce qu'on réalise en lisant, mais alors, bon, peut-être que l'œil suit la ligne qu'il a envie de suivre, mais quand on regarde les articles dans Nouvelle Histoire de la Danse, tous les articles qui font cet ouvrage collectif, on s'aperçoit que chaque mort de chorégraphe, chaque mort d'un maître chorégraphe, Pina Bausch, Balanchine, Cunningham, Martha Graham, mais plus récemment aussi c'est Howard, aidez-moi, j'ai un trou, qui était très proche de Pina Bausch. Raymond Hogue. On a l'impression que c'est très compliqué derrière. C'est pas juste une perte affective, c'est qu'un chorégraphe qui meurt, c'est un vide qui se crée. Oui, parce qu'en fait, l'objet de la danse est tellement éphémère que la disparition de la personne qui est à l'origine d'une œuvre est très complexe à gérer, en fait. C'est-à-dire que la danse vit sur scène, et c'est une des problématiques centrales pour les historiennes, historiens et les chercheurs qui travaillent sur cette question. Elle disparaît très vite, et les traces qui nous restent sont presque tout sauf la danse sur certaines époques. Donc on va garder des traces des décors, on va garder des traces, on va garder la partition, on va garder le livret, mais pas le mouvement. Très souvent, le mouvement disparaît rapidement. Maintenant, on a plus de moyens de documentation, mais reste que c'est un enjeu très fort, cette question de qu'est-ce qui se passe quand un chorégraphe ou une chorégraphe disparaît, parce qu'on a perdu beaucoup de répertoire comme ça, par des artistes qui ont disparu et qui soit n'avaient pas d'ayants droit et d'héritiers ou d'héritières qui souhaitaient continuer leur travail, parce que les droits, s'il n'y a pas de disposition prise à l'avance, les droits vont revenir aux enfants, par exemple, aux partenaires. Il faut que quelqu'un se batte pour que les œuvres continuent à être données en l'absence de la chorégraphe ou du chorégraphe. C'est
c'est pas du tout évident. La création de fondations ou de structures pour que les œuvres continuent à exister commence vraiment à se développer à partir des années 1980 et surtout depuis la mort de Georges Balanchine aux États-Unis, qui est vraiment le premier à avoir constitué ce qu'on appelle le Balanchine Trust, qui est une institution en soi qui est dédiée à la préservation des œuvres de Balanchine. Donc, c'est-à-dire qui est responsable des licences pour les œuvres de Balanchine, qui envoie des répétiteurs, des répétitrices dans les compagnies qui veulent danser les œuvres de Balanchine, qui sont autorisés, qui ont une connaissance suffisante du répertoire pour remonter ces œuvres. Il faut plus que les vidéos pour ça, en général. Maintenant, on a aussi l'aide de certaines formes de notation, mais la notation en danse est très complexe. Il faut des gens hautement formés, en général, pour pouvoir l'utiliser. Toutes les compagnies ne le font pas. Et c'est une question qui se pose de manière répétée. C'est aussi comme ça qu'on a perdu beaucoup de répertoires de femmes chorégraphes, en réalité, y compris du XXe siècle. Je pense par exemple à quelqu'un comme Bronislava Nijińska. Je ne sais pas si vous si vous la connaissez. C'était la sœur de Nijiński. Mais c'était aussi une très grande chorégraphe, la première femme chorégraphe à avoir eu vraiment une carrière qui s'est étalée sur plusieurs décennies dans le champ de la danse classique, donc bien plus longue que son frère, parce que son frère a fait quelques œuvres marquantes et ensuite il a été interné très très vite, il a fini sa vie dans une institution, il a perdu la tête et donc il n'a pas continué son travail à cet endroit-là. Par contre, sa sœur a voyagé dans le monde entier, a créé des œuvres partout, dont des pièces absolument majeures pour les ballets russes comme Les Noces. Et son répertoire à elle a quasiment entièrement disparu. Il y a une biographie très importante d'elle qui vient de paraître en anglais de la chercheuse Linga Raffola aux États-Unis, qui retrace bien justement ce parcours et le fait que son œuvre a été dispersée d'une certaine manière parce qu'elle a travaillé avec beaucoup de compagnies différentes, certaines qui ont disparu. Il n'y a jamais eu vraiment d'efforts concertés pour conserver ces ballets, même les plus importants. Donc il y en a peut-être à l'heure actuelle 2 ou 3 qui sont encore dansés sur un répertoire absolument immense. Et on parle d'une femme qui a travaillé dans la deuxième moitié du XXe siècle, donc d'une œuvre récente. C'est juste pour vous donner un exemple de à quel point ça peut disparaître vite aussi un répertoire chorégraphique. Donc l'enjeu est absolument immense. Qui doit le plus à qui, Laura Capel? Est-ce que c'est le théâtre qui doit à la danse ou la danse qui doit au théâtre? On peut parfois penser que la danse est toujours un peu quand même un pas devant. C'est-à-dire qu'elle accueille avant le théâtre ce qui fait société, elle accueille avant le théâtre ce qui anime la jeunesse, elle accueille avant le théâtre... Enfin, je radicalise un peu exprès ce que je suis en train de dire, mais il va y avoir cette saison au TNB des chorégraphes qui viennent d'Afrique du Sud, Robin Orlin, Koudou Sinikou qui vient aussi, ouais. Donc il y a une danse sur le continent africain qui est extrêmement vivace. Et je me souviens d'une année où Olivier Py avait convié Dieudonné Nyanguna au Festival d'Avignon en disant j'invite l'Afrique de manière un peu générique et totalement idiote à venir au Festival d'Avignon, et Dieudonné Nyanguna s'était insurgé en disant oui c'est bien, il fait venir uniquement les chorégraphes, comme si en Afrique on n'était pas doué du don de l'écriture et du don de la parole. Mais c'est vrai que cette danse elle est aux avant-postes souvent de combats qui travaillent la société, ne serait-ce que la diversité, et que souvent le théâtre court derrière. On a un peu l'impression que parfois le théâtre court derrière. J'ai pas de réponse absolue à cette question, mais ça me fait penser au fait que je pense une des grandes qualités de la danse qui fait aussi que parfois elle se répand très facilement, c'est justement le fait qu'elle n'est pas liée à la langue et que donc elle puisse circuler de manière très mondial. Facile. Et en fait, elle a circulé très tôt. Enfin, vraiment, les circulations des artistes de la danse, ça fait des siècles en fait que les artistes circulent entre les pays. Alors plutôt dans le monde occidental pendant un temps bien sûr, mais en fait la circulation des œuvres commence très très tôt. On a gardé des œuvres du répertoire français comme Gisèle par exemple au XIXe siècle uniquement parce que ce ballet a été remonté en Russie et ensuite a été préservé dans des répertoires russes avant de revenir des décennies plus tard à l'Opéra de Paris. Ces circulations-là, évidemment, ne peuvent pas se faire nécessairement de la même manière dans le champ théâtral. Donc à ce niveau-là, il y a une porosité des frontières dans la danse qui est magnifique et qui complexifie aussi le discours autour de la danse. Parce qu'en fait, comment dire, l'hybridation est constante dans les techniques, dans la danse aujourd'hui. Maintenant qu'on a dépassé aussi certains clivages, parce que pendant longtemps, cette opposition dont on parlait entre contemporain et classique, ça a aussi été une guerre de tranchées, en fait, hein, sur le plan des lieux, des subventions, etc. Maintenant, on n'en est plus à cette étape-là. Il y a une hybridation absolument immense qui fait que retracer le parcours d'un mouvement,
c'est quelque chose, enfin, vraiment. Puisque un mouvement, un pas, même, je sais pas, enfin un pas qui d'un seul coup devient populaire sur TikTok, va être dansé genre dans des dizaines de pays instantanément. Il va peut-être aller influencer un chorégraphe qui se trouve sur un continent totalement différent de la personne qui l'a créé. Donc suivre ces chemins-là, c'est un des plus grands défis pour les chercheuses et chercheurs en danse. C'est aussi un des aspects les plus fascinants. Ça veut dire que d'une certaine manière, en danse, on peut dialoguer avec des gens qui sont très éloignés, par ailleurs, culturellement parlant, de notre formation, de nos habitudes. Est-ce qu'il reste un mouvement, selon vous, Laura Capel, c'est une question impossible et ça sera la dernière, qui n'a pas été inventé, qui n'a pas été fait et qui est encore à inventer? Un mouvement, un geste, un saut, un bond J'ai envie de dire que non, mais le futur me détrompera peut-être. Non, en fait, j'ai envie de dire que cette idée que quand on crée quelque chose en danse, il faudrait que ce soit en rupture avec le passé, qu'il faudrait inventer quelque chose de nouveau, un nouveau bond, un nouveau saut, etc. C'est un peu une impasse en fait. Enfin, c'est pour ça qu'on avait demandé à William Forsythe de faire l'avant-propos de ce livre, parce que c'est quelqu'un qui a traversé plein de champs différents et qui a une vision totalement transversale de la création, à la fois dans les champs contemporains, classiques, sur l'ensemble de sa carrière. Et ce qu'il dit, il est absolument passionné d'histoire, donc il vous dira que, par exemple, il s'est pris de passion pour le grand pas de Paquita du 19e siècle et qu'il regarde ça en faisant du sport, le matin, voilà. Et c'est comme s'il y avait absolument aucune... Pour lui, il n'y a pas de différence de légitimité entre le fait de regarder un extrait d'un ballet du 19e siècle et de regarder du hip-hop aujourd'hui, ce que je trouve merveilleux. Et sa position à lui, et je la trouve assez belle, c'est qu'en fait, c'est totalement circulaire. En fait, les circulations sont constantes, qu'il faut sortir de l'idée, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup d'artistes, en fait, qu'on va s'inscrire en rupture et inventer des choses nouvelles quand on crée, en fait. Tellement de choses ont déjà été faites. On voit des créations aujourd'hui sur la scène chorégraphique qui disent voilà, on va faire cette chose incroyablement nouvelle, qui est complètement en rupture avec ce qui se fait aujourd'hui. Oui, mais en fait, ça a été fait dans les années 1920. Il y a des choses complètement délirantes qui se sont faites à cette époque, y compris des créations dans des espaces improbables, avec des costumes impraticables, qui voulaient absolument rien dire, devant lesquels le public était totalement perplexe. C'est pas nouveau, en fait, le fait de laisser le public perplexe. Et je pense que de savoir ça, c'est aussi une bonne chose, en fait, en tant qu'artiste. On n'invente pas tant de choses que ça, et cette humilité-là, je la trouve très appréciable, en fait, chez les artistes de danse qui ont compris aussi que c'est pas dans la recherche de quelque chose d'absolument nouveau qu'on va nécessairement faire carrière. C'est la raison pour laquelle ce livre que vous avez coordonné est absolument passionnant. Je le redis, Nouvelle histoire de la danse, Laura Capel, merci mille fois. Et c'est aussi la raison pour laquelle, comme on vient de quelque part et qu'on n'est pas ex nihilo, nous avons souhaité instaurer cette série d'encyclopédies. Je vous remercie beaucoup d'y avoir participé si brillamment et de manière si passionnante à la première, Laura. Mille merci. La prochaine aura lieu le vendredi 16 décembre, ici à la salle Parigot, et on parlera de la manière dont le théâtre, à un moment donné, a fait main basse sur le roman. Ou plutôt de la façon dont le roman a fait irruption sur les scènes de théâtre. Voilà, quel est le lien entre roman et théâtre? Aujourd'hui, on met en scène des romans, on les adapte, on les coupe, on les remonte. Il y a des pièces de théâtre qui existent, mais on va vers le roman. Pourquoi? Comment? On en saura plus le 16 décembre. Mille merci, Laura. Merci à beaucoup. Tous, vraiment. Retrouvez tous nos podcasts sur tnb.fr.